L'OADA a 20 ans, 2 décennies d'existence marquées par des avancées dans la promotion d'un environnement favorable aux affaires. Une dizaine de chefs d'État ont célébré l'événement à Ouagadougou. Ils ont donné de nouvelles orientations pour s'adapter au nouvel environnement économique marqué par le développement des nouvelles technologies. Le sommet a servi de cadre pour les présidents de la sous-région de se concerter sur le projet de construction de la boucle ferroviaire Abidjan-Lomé, un projet qui implique la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Niger, le Bénin et le Togo. Sa réalisation nécessite la mobilisation de 1000 milliards de francs CFA. Et puis aux États-Unis, c'est la fin provisoire de la crise budgétaire. Le Congrès américain a autorisé in extremis le relèvement du plafond de la dette, un relèvement toutefois temporaire qui tient jusqu'à l'année prochaine, le temps de permettre à une commission d'élaborer un budget définitif pour le reste de l'année 2014. Madame, Messieurs, bienvenue aux actualités sur la RTB. Ils étaient ce matin 9 chefs d'État au présidium de la conférence au sommet de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires. L'Afrique célébrait à travers eux 20 ans d'existence de l'OADA. Sur la base des travaux du Conseil des ministres, les présidents devaient donner de nouvelles orientations à la politique d'harmonisation du droit des affaires et d'assurer un bon fonctionnement des organes de l'OADA. Le reportage de Sali Nana. C'est à Ouagadougou en 1991 qu'est née l'idée de créer l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OADA. 20 ans après, 8 chefs d'État, un chef de gouvernement et 4 représentants se retrouvent ici à Ouagadougou pour célébrer la maturité de cette institution dont le droit régit la vie des affaires des 17 pays d'Afrique membres de l'organisation. L'OADA a été constituée pour aider à régler la grave situation économique alors vécue à la fin des années 1980 en garantissant la sécurité dans l'environnement des affaires par les moyens suivants. Élaborer un droit des affaires commun aux États membres. Par ce biais, l'OADA concourt à l'intégration africaine. Elle favorise l'émergence d'un marché régional plus vaste et plus intéressant pour les investisseurs que les marchés nationaux exigus. Moderniser le droit des affaires et l'adapter à la situation réelle des économies des États membres. Ce faisant, l'OADA concilie le cadre des entreprises à la fois avec les grandes tendances internationales et les réalités socio-économiques africaines. Établir des procédures judiciaires appropriées, soutenues par la formation du personnel juridique et judiciaire. L'OADA promeut de cette manière une justice à la fois diligente, indépendante et rigoureuse. Les missions de l'OADA consistent à assainir le climat des affaires dans l'espace commun. Cette première réunion statutaire qui se tient sous le thème « OADA 20 ans déjà, bilan et perspectives » permettra aux dirigeants de l'organisation panafricaine d'examiner les propositions faites par le Conseil des ministres, d'évaluer les résultats atteints en 2 décennies et poser le cas échéant des bases nouvelles nécessaires à l'équilibre entre exigences de croissance, de compétitivité économique et impératifs de sécurité juridique. L'OADA est aujourd'hui un modèle d'intégration qui fait la fierté de ses membres et l'admiration des autres acteurs du développement grâce au soutien de nombreux pays et organisations partenaires répartis à travers le monde. Les résultats remarquables enregistrés au cours de ces 2 dernières décennies font de l'OADA un acteur majeur dans le processus de réflexion engagé au niveau global pour l'amélioration constante de la gouvernance juridique du monde des affaires et pour la réalisation de l'intégration économique. En 20 ans d'existence, l'OADA s'est mondialement imposé comme un modèle original d'intégration juridique. Au nom du président François Hollande, la ministre de la Justice française a salué cette dynamique d'intégration et la mise en place d'actes juridiques et de standards d'application immédiate dans tous les territoires de l'OADA. En élaborant un droit stable pour assurer l'environnement économique, les pays fondateurs de l'OADA ont montré à quel point ils étaient perspicaces, lucides et donc capables de tracer un avenir contre une tendance qui était forte dans les années 90 de dérégulation, mais déjà depuis la moitié des années 70. Cette capacité visionnaire porte ses fruits aujourd'hui. Et c'est donc avec un grand plaisir, mais avec aussi le sentiment de prendre une part, d'avoir pris une part dans ce succès que la France salue aujourd'hui, le bilan de l'OADA.
Rappelons que le traité de Port-Louis, dans sa version originelle, n'avait pas prévu de conférence de chefs d'État et de gouvernement. C'est le sommet de Québec du 17 octobre 2008 qui a remédié à cette absence en prévoyant la conférence des chefs d'État comme organe faîtière de l'OHADA, institution suprême compétente pour connaître toutes les questions relatives du traité. En 20 ans, l'espace OHADA a marqué des avancées notables dans le domaine du droit des affaires, notamment avec l'uniformisation et la création d'un environnement propice au développement des affaires. Aujourd'hui, l'organisation va devoir relever de nouveaux défis, assurer une pleine application des actes uniformes et la liquidation définitive des contentieux dans les différents États membres. Le reportage de Fousseni Kindo. Un destin hors du commun. En 1993, lorsque les États africains se réunissaient à Port-Louis pour la création de l'OHADA, ils ne lui prédisaient pas certainement ce destin. 17 États membres qui dépassent aujourd'hui les frontières de la zone franc, 9 actes uniformes, une conférence des chefs d'État. Les avancées, nous les mesurons par rapport justement à la vie des affaires dans nos pays. En République centrafricaine, nous avons eu vraiment des aspects très positifs dans l'application de l'OHADA en ce qui concerne l'amélioration du climat des affaires. Et les avancées que nous avons également retenues en ce qui concerne l'OHADA, c'est au niveau de l'application des textes, parce que l'esprit de l'intégration se fait effectivement sentir au niveau de nos juridictions. Parce que ce que nous avons beaucoup retenu et qui est très utile pour l'amélioration des climats des affaires, c'est dans le domaine de l'application du droit communautaire en ce qui concerne nos juridictions, puisque l'uniformisation des textes nous a permis d'appliquer les mêmes textes qui sont appliqués également dans tous les autres États membres de l'OHADA. C'est par rapport à cela que l'acte uniforme concernant la procédure simplifiée de recouvrement des créances et des voies d'exécution, par exemple, nous a permis, nous, de résoudre beaucoup de problèmes en ce qui concerne l'exécution de nos décisions. Outre ces avancées, c'est surtout l'impact économique que l'organisation exerce sur son espace de prédilection qui est le plus séduisant. Un impact aujourd'hui qui fait des émules en Afrique. En termes d'impact économique, parce que c'est la grande question qui se pose souvent, il a été démontré par une étude très récente qui vient d'être révélée à l'occasion des 20 ans de l'OHADA que cette forte contribution à la sécurité juridique et judiciaire et donc à la promotion du climat des affaires a largement contribué à une performance ou je dirais un progrès économique en termes d'amélioration de la croissance économique des pays de la zone OHADA qui s'est mieux comporté que pour le reste de l'Afrique subsaharienne et également sur d'autres indicateurs comme par exemple la création d'entreprises ou encore le crédit à l'économie. Donc c'est un réel progrès. Au-delà de ces raisons d'être de l'OHADA, la nécessité d'être ensemble dans un contexte d'économie mondialisée impose des défis. Et la rencontre de Ouagadougou en est consciente et renouvelle un nouveau bail pour l'organisation commune. Il y a d'autres domaines qui n'ont pas fait l'objet de la législation uniforme, tels que le partenariat public-privé, tels que la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires prises dans les États partis. Il y a aussi des domaines comme la société civile. Bien qu'elle s'appelle civile, elle fait partie aussi du droit des affaires. Souvent, ce sont des sociétés qui s'occupent d'activités immobilières d'envergure, qui permettent aussi l'organisation des professions, comme les avocats ou d'autres professions libérales. Donc, il reste encore de la matière à harmoniser. Et peut-être ce que le colloque a montré, c'est qu'il faut faire attention à ce que la juridiction qui s'occupe de ce contentieux ne soit pas elle-même complètement, disons, envahie par les recours de manière à ne plus pouvoir, disons, les traiter dans un temps raisonnable. Ouagadougou marque donc une nouvelle étape dans la vie de l'OHADA et du droit des affaires en Afrique.
Après l'ouverture, la conférence s'est déroulée à huis clos entre chefs d'État entourés de leurs ministres. Des orientations claires et précises sont prises pour assurer un meilleur rendement des institutions de l'organisation panafricaine. Peggy Ouedraogo et Jacques Lamissa Tarpaga. La première conférence statutaire des chefs d'État et de gouvernement de l'OHADA tenue ce jour à Ouagadougou se veut la première d'une série. 20 ans après la création de cet espace juridique commun à 17 États du continent africain et de l'océan Indien, le regard est résolument tourné vers l'avenir. Un avenir qui préoccupe les premiers responsables des États partis qui ont, pour ce faire, défini des orientations claires et précises. Une matière essentielle de l'OHADA, c'est son activité normative. Sur ce terrain, ils ont instruit le Conseil des ministres afin que le Conseil des ministres se saisisse de certains domaines qui sont des domaines aujourd'hui nouveaux et que le Conseil des ministres puisse travailler à avoir d'autres actes uniformes pour régir la matière. Et ce sont les matières du partenariat public-privé et PPP. Et c'est aussi la matière de l'affacturage, c'est aussi la matière, en tout cas des matières innovantes où ils ont recommandé, où ils ont donné des instructions au Conseil des ministres afin que le Conseil des ministres puisse travailler à obtenir des actes uniformes pour que cela puisse contribuer à renforcer les assises de l'OHADA sur le terrain et puisse correspondre également aux besoins nouveaux de notre économie. Ils se sont également félicités de l'activité de la Cour commune de justice et d'arbitrage. Ils ont donné des recommandations à ce niveau afin que le recrutement des juges puisse respecter des procédures beaucoup plus rigoureuses afin que nous puissions avoir vraiment des juges véritablement d'un niveau élevé pour s'occuper du contentieux qui est en train de prendre du volume sur cette juridiction suprême. Ces instructions ont été formalisées dans un communiqué final. Le dit communiqué va servir de référentiel pour que l'OHADA puisse fournir des rendements plus performants. Lorsque les chefs d'État nous disent explorer de nouveaux domaines d'harmonisation du droit, il faut que, par exemple, pour les PPP, les partenariats publics-privés, pour la facturage, pour le crédit bail, pour la sous-traitance, vous ayez de nouveaux textes, que l'OHADA produise de nouveaux textes. Ça demandera le temps que ça va demander, parce que c'est un travail technique qui demande des soins. Une chose est sûre, l'ordre est donné, il sera exécuté. Nous avons d'autres activités qui peuvent aller beaucoup plus vite. Lorsque les chefs d'État nous disent, vous devez vous entendre avec les autres organisations communautaires qui couvrent également l'espace OHADA. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas besoin d'attendre. Donc, il y a des activités qu'on peut mener tout de suite et il y a des activités qui prendront un peu plus de temps. Mais ce qui est sûr, c'est que les instructions reçues seront exécutées. Dès le mois de décembre, il se tiendra à Dakar, au Sénégal, une réunion de comité de concertation de l'OHADA. Celle-ci pourra déjà répondre à l'attente des chefs d'État et de gouvernement concernant la synergie d'action entre l'OHADA et d'autres organisations communautaires. Le sommet de l'OHADA a donné l'occasion au président béninois, burkinabé, nigérien, togolais de se retrouver pour une séance de travail. À l'ordre du jour était inscrit le projet d'extension de la boucle ferroviaire Abidjan-Lomé en passant par Ouagadougou, Niamey et Cotonou. Un ambitieux projet qui nécessite un financement de 1000 milliards de francs CFA. Estelle Judith Assorba. Cette séance de travail entre les chefs d'État Blaise Compaoré du Burkina Faso, Yahi Boni du Bénin, Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, Mahamadou Issoufou du Niger et Faure Gnassingbe du Togo a surtout porté sur le projet de construction de la boucle ferroviaire Abidjan-Lomé via Ouagadougou, Niamey, Cotonou. C'est un ambitieux programme dont la matérialisation tient à cœur les chefs d'État des pays concernés car il va faciliter les échanges commerciaux entre les 5 pays et par ricochet booster leur tissu économique. Nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir nos frères pour parler de notre sous-région. Vous savez, nous sommes très attachés à la fois à l'UEMOA et à la CEDEAO. Et bien sûr, notre ambition, c'est de toujours pousser en avant les progrès pour nos États, pour nos populations. Et il se trouve que dans cette démarche, il est essentiel aujourd'hui
de fluidifier les échanges, le trafic, le mouvement des hommes, des marchandises. Et nous avons bien sûr comme projet prioritaire dans cette période de notre histoire la construction de la boucle ferroviaire qui doit quitter Abidjan jusqu'à Lomé, en passant par bien sûr Ouagadougou, Loré, Niamey, Parakou, Cotonou et Lomé. Alors donc nous avons échangé sur ce dossier avec des partenaires potentiels pour nous engager plus fermement à la réalisation de ce tronçon. La mise en œuvre de ce vaste projet va mobiliser près de 1000 milliards de francs CFA et d'ores et déjà, ce sont les groupes Bolloré et Tennis qui ont marqué leur accord pour accompagner ces chefs d'État dans la réalisation de ce projet et soutenir le développement de la sous-région. La promotion du logement, c'est une autre affaire pour les États. Au Burkina, le ministère de l'Habitat travaille sur un programme de réalisation de 10 000 logements sociaux. 900 logements sociaux sont déjà réalisés à Bassenko. En fin 2013, 1000 autres logements vont y être entrepris. C'est ce qui ressort du bilan qu'a fait le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme aujourd'hui dans le cadre du point de presse hebdomadaire du gouvernement. Yacouba Bari a fait part également de la tenue prochaine des États généraux sur les lotissements qui se tiendront les 24 et 25 octobre 2013 à Ouagadougou. C'est Sylvestre Da. À la barre du point de presse du gouvernement de ce jeudi, le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme note que la réalisation des 1500 logements sociaux de Bassenko, engagés par l'État dans le cadre du programme gouvernemental 10 000 logements sociaux et économiques, est à près de 70% d'exécution. Au titre de l'année 2012, la mise en œuvre effective de l'exonération des taxes et droits de douane sur les principaux matériaux de construction a permis donc à l'État d'engager donc la construction de la cité 1500 logements sociaux à Bassenko, socio-économiques, à travers donc le projet exécuté par le Centre de gestion des cités qui a bénéficié d'un prêt octroyé par le Trésor public pour 6 milliards. Et ce projet, à la date d'aujourd'hui, a permis de réaliser plus de 70%, faisant à peu près 944 logements réalisés sur les 1500 et les constructions se poursuivent. Les attributions de ces logements sont en cours. Les travaux d'électrification et de connexion LONEA du site seraient également très avancés. Par ailleurs, le gouvernement envisage le démarrage des travaux de construction de 1000 logements à Bassenko en fin 2013 grâce à l'appui du gouvernement indien. Le projet test de Bassenko est suivi par la construction de logements dans plusieurs villes de l'intérieur du pays ainsi qu'à Bobo-Dioulasso et à Ouagadougou. Des réalisations immobilières rendues en grande partie possibles par l'adoption de la loi portant promotion immobilière qui a permis l'émergence d'une trentaine de structures privées de promotion immobilière agréées. Mais l'exécution du programme 10 000 logements sociaux et économiques ne se fait pas sans difficulté. Il faut reconnaître que le programme rencontre effectivement des difficultés, notamment la faible capacité financière et organisation des entreprises qui nous accompagnent. Voilà pourquoi nous avions eu un petit retard dans la réalisation des 1500. Mais je dois dire qu'avec les dernières mesures qui ont accéléré la mise en œuvre effective de l'exonération, nous sommes certains que le projet va continuer à s'exécuter normalement. Un autre point à l'ordre du jour de la rencontre hebdomadaire du gouvernement avec les médias, c'est la tenue prochaine des États généraux sur le lotissement prévu les 24 et 25 octobre à Ouagadougou. Une rencontre placée sous le thème « Les nouvelles pratiques en matière d'aménagement urbain » et qui fait suite aux rencontres interministérielles mises en place en 2011 pour examiner les difficultés liées aux opérations de lotissement au Burkina Faso. L'objectif général des États généraux, c'est de tirer les leçons des pratiques de lotissement au Burkina Faso pour comprendre les causes des dérapages et trouver des solutions pour une mise en œuvre des lotissements en cohérence avec la politique nationale de développement urbain. Les États généraux seront l'occasion d'un dialogue franc et constructif entre les différents acteurs de l'aménagement urbain. Environ 500 participants sont attendus à ces États généraux et les travaux vont se dérouler en séance plénière et en ateliers thématiques. Plusieurs ministres en charge de l'urbanisme des pays voisins sont invités et le ministre Yacouba Bari invite les journalistes à y prendre part massivement. La première dame, Mme Chantal Compaoré, a pris part ce matin en Côte d'Ivoire à la signature d'un accord de coopération pour la lutte contre la traite transfrontalière des enfants. Experts ivoiriens et burkinabés ont travaillé sur ce document qui servira de base pour combattre efficacement la traite des enfants. À son arrivée hier, l'épouse du président du Faso a été accueillie par une communauté burkinabé fortement mobilisée. Reportage Nathalie Kaori.
Arrivé à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny aux environs de 16h30, la première dame du Faso, Mme Chantal Compaoré, a été accueillie par la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, avec à ses côtés des membres du gouvernement ivoirien, de même que l'ambassadeur du Burkina Faso en République de Côte d'Ivoire. Après les salutations d'usage, au salon présidentiel de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, la première dame du Burkina s'est brièvement prononcée sur le motif de son séjour en Côte d'Ivoire. Elle a fait le déplacement pour prendre part à la cérémonie de signature d'accords de coopération en matière de lutte contre la traite transfrontalière des enfants. Je pense qu'on est toutes sereines ici pour pouvoir aborder le cas de la traite des enfants, parce que nous sommes venus pour ça. Vous savez que c'est très important pour nous. Et donc, nous venons dans ce cadre-là afin de pouvoir finaliser le protocole d'accord que nous avons entre le Burkina Faso et la République de Côte d'Ivoire. Après cette déclaration à la presse, la première dame est allée saluer les communautés ivoiriennes et surtout burkinabais fortement mobilisées pour lui souhaiter la bienvenue. À noter que la première dame est accompagnée par 3 membres du gouvernement burkinabé, à savoir Alain Zoubga de l'Action sociale, Julie Prudence Nia Somda de la promotion des droits humains et de Nestorine Sangaré de la promotion de la femme et du genre. Ce 17 octobre 2013, ils vont suivre avec les experts ivoiriens la présentation de l'accord de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants. Sur invitation de son homologue français, l'amiral Édouard Guillot, chef d'état-major des armées de France, le général de brigade Nabéré Honoré Traoré a effectué une visite officielle à Paris du 2 au 5 octobre dernier, accompagné d'une délégation d'officiers de forces armées nationales. Le général Nabéré Honoré Traoré a eu des entretiens avec son homologue français ainsi que plusieurs autres responsables militaires français. Les échanges portaient essentiellement sur la coopération militaire entre la France et le Burkina. Commentaire Abdelaziz Yaguibou. L'accueil est empreint de symboles militaires. Avec ce segment de l'art militaire exécuté à la perfection, le général de brigade Honoré Nabéré Traoré retrouve sa famille en terre française. À Paris, le général de brigade Traoré, accompagné d'une délégation d'officiers burkinabés, a échangé avec son hôte, l'amiral Édouard Guillot, chef d'état-major des armées de la République française, sur la coopération militaire bilatérale entre la France et le Burkina. Des relations jugées exemplaires par les 2 chefs d'état-major qui ont du reste exploré des pistes pour consolider les acquis. C'est une première dans les annales de la coopération militaire entre nos 2 pays. J'ai pu connaître physiquement les principaux collaborateurs de l'amiral. Vous savez que lorsqu'on se connaît, on travaille mieux ensemble. Elle a permis de favoriser la réactivité française au niveau du Mali grâce au prépositionnement des éléments français stationnés au niveau du Burkina Faso. Désormais, le Burkina a été choisi comme un partenaire stratégique de la France dans la sous-région. Et ce partenariat lui permet d'avoir une assise qui lui permet aussi de faire rayonner son dispositif sécuritaire dans la sous-région. Les questions sécuritaires dans la bande sahélo-saharienne, notamment au Mali, et le dispositif opérationnel régional français étaient aussi à l'ordre du jour. Occasion pour l'amiral Édouard Guillot de louer le mérite et le professionnalisme des contingents burkinabés déployés au Mali, en Guinée-Bissau et au Darfour. À l'issue de cette visite riche en échanges, le général Nabéré Honoré Traoré a été élevé à la dignité de grand officier de l'ordre de mérite français. C'est une distinction très importante et je pense que c'est une reconnaissance à l'égard de toutes les personnes des forces armées et de notre pays en général. La délégation conduite par le chef d'état-major des armées burkinabé a aussi mis à profit son séjour parisien pour s'entretenir avec diverses personnalités militaires françaises. Des entretiens axés sur le volet appui à la formation.
Marguerite Bonané est la nouvelle présidente de la CIL, la Commission de l'informatique et des libertés. Elle remplace à ce poste Mme Halima Ouattara, qui siège comme élue à l'Assemblée nationale. Avant de prendre service demain, elle a prêté serment devant la Cour d'appel de Ouagadougou, 6 à Ouaga 2000. D'autres personnalités se sont prêtées à cette prescription de la loi. Ce sont les inspecteurs du travail qui vont prendre service après leur formation à l'École nationale d'administration et de magistrature. La synthèse de Abdoul Rasmane Zongo. Cour d'appel de Ouagadougou 6 à Ouaga 2000. Elle siège en cette matinée du jeudi 17 octobre en audience solennelle et reçoit une prestation de serment simultanée. Après lecture des différents actes, Mme Marguerite Bonané Ouedraogo, la main droite tendue, est ainsi installée dans ses fonctions de nouvelle présidente de la Commission de l'informatique et des libertés CIL, et dont voici quelques défis à relever. Actuellement, il y a une recrudescence de la cybercriminalité. Donc, protéger les données à caractère personnel, les données numériques sont l'une des plus grandes missions de la CIL. Protéger la vie privée des citoyens et veiller à la protection de la liberté d'expression. Tout comme Mme Ouedraogo, la Cour donne acte de lecture du serment à l'endroit de 14 nouveaux inspecteurs de travail et les renvoie à l'exercice de leurs fonctions après une formation achevée à l'École nationale d'administration et de magistrature, ENAM. C'est d'énormes défis à relever, notamment veiller à l'application de la réglementation dans les différentes entreprises pour un partenariat bien sûr gagnant-gagnant entre employeurs et employés. Nous avons surtout des missions de conciliation lorsque notamment les travailleurs et les employeurs sont en conflit. L'inspection du travail a la mission de tenter une conciliation. Ensuite aussi, nous avons des missions de contrôle sur le terrain, aller dans les entreprises. Président de la CIL, les inspecteurs du travail doivent désormais tendre vers l'idéal de perfection dans leurs fonctions respectives. L'Association des municipalités du Burkina et le cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation de base s'engagent à mieux collaborer dans le domaine de l'éducation. Les deux parties ont signé une convention de partenariat le 16 octobre dernier. Evelyne Dabiré nous éclaire sur les termes de ce partenariat pour la cause de l'éducation. Reportage. Ces signatures apposées formalisent la coopération déjà existante entre la MBF, l'Association des municipalités du Burkina Faso et le CCB, le cadre de concertation des ONG et associations en éducation de base. Une signature qui vient à point nommé vu l'implication des municipalités dans le domaine éducatif. Nous avons la chance aujourd'hui de concrétiser un partenariat qui existait avec le CCBF. C'est des spécialistes de l'éducation, c'est des gens qui sont engagés pour la cause de l'éducation. Je pense que c'est un apport très important pour les différentes municipalités pour la gestion de cette question. Diverses activités pourront être menées afin de coordonner les activités de ces deux structures. Des activités qui peuvent être organisées entre les deux structures. Il y a aussi le fait que le CCB, de par son rôle, peut appuyer les municipalités dans le nouveau rôle qu'ils ont. Parce que le CCB a quand même l'expérience de travailler avec le ministère de l'Éducation nationale et est représenté dans les régions pour pouvoir interpeller les responsables dans tous les domaines qui peuvent permettre d'améliorer l'éducation au Burkina. Ce partenariat contribuera, au dire du CCB, à faire pression sur les décideurs pour le respect de leur engagement en faveur de l'éducation. Dans la commune de Latodin, Minicia scelle l'amitié avec des Turcs dans une fête bien colorée et rythmée. Cette amitié naissante a donné lieu à des ripailles. 30 bœufs ont été immolés pour célébrer cette relation que l'on veut porteuse de prospérité. Frédéric Etienne Bassenga. Chants et danses pour recevoir leurs nouveaux amis venus de la Turquie. Ça se passe à Minicia, village de la commune rurale de Latodin, dans le Passouri. Femmes, jeunes, vieux et enfants, personne ne voulait se faire raconter l'événement. Comme un seul homme mobilisé autour de leur mère, les populations de cette localité ont pris d'assaut la place de leur marché. Un jour, on était en train de parler et j'ai suggéré qu'il y ait une
amitié qui se lie entre une ville turque et puis mon village à moi, et même ma commune, la commune de la Tournée. Donc c'est ainsi que le président de l'association des entrepreneurs turco-burkinabés, qui réside bien sûr à Ouaga, en même temps directeur général du collège Horizon International, s'est chargé de me trouver ces amis-là. Une initiative saluée par le premier responsable de la commune rurale de Latoudin qui depuis des jours se prépare à recevoir ses hôtes. La population est sortie très nombreuse pour pouvoir les accueillir parce qu'effectivement pour les communes, dans le cadre de la décentralisation, le partenariat est un des éléments forts de cette décentralisation. Donc nous sommes très contents de les accueillir. Sentiment également partagé chez les Turcs. Pour eux, cette nouvelle amitié est la preuve qu'il n'y a pas de frontières entre les différents peuples. Biz Türk insanı olarak dünyada kardeşliği. Nous voulons montrer notre amitié donc, aux gens, quelle que soit la couleur, l'origine, la religion. Nous cherchons à ce que les gens vivent une bonne situation économique. Donc nous faisons de notre mieux également pour les aider. Et surtout au niveau de l'éducation, nous tenons à améliorer. C'est pour ça que par l'intermédiaire de ces écoles, nous nous sommes rendus aujourd'hui ici. Cette amitié qui a déjà accouché d'un forage augure des lendemains meilleurs pour les populations de Ménissia. L'eau potable, l'éducation et la santé, les nouveaux amis turcs de cette localité entendent revenir très prochainement pour agir sur ces indicateurs de développement. Mais en attendant, 30 bœufs ont été tués pour célébrer l'amitié turco-burkinabé. Comment bénéficier des financements de la composante 4 du programme spécial de création d'emplois pour les jeunes et pour les femmes? Le ministère de la Promotion de la Femme et du Genre a donné toutes les informations portant sur l'autonomisation des femmes. Une mission était face aux femmes du Centre-Nord. Reportage Kadi Sanogo. 9e du genre, la tournée d'information du ministère de la Promotion de la Femme et du Genre se poursuit. Le staff de Nestorine Sangaré a eu une rencontre d'échange avec les organisations féminines du Centre-Nord autour de la composante 4, autonomisation des femmes. L'objectif est d'informer les femmes de la localité sur les innovations majeures apportées à ce programme pour compter de cette année 2013. Elle vise à renforcer leur capacité de production et de transformation. Avec cette rencontre, ça va pouvoir combler le déficit de communication. Les femmes vont pouvoir s'exprimer. Les femmes pourront dire exactement ce qu'elles veulent et cela va permettre à l'équipe technique et aux maires aussi qui accompagnent ces femmes-là de pouvoir vraiment travailler en synergie d'action pour que les femmes puissent avoir accès à cette technologie et que la technologie là aussi puisse être vraiment utile pour ces femmes. Cette rencontre a été bien accueillie par les organisations féminines. C'est la bienvenue. On avait en tout cas de petites inquiétudes quant aux technologies, quant à l'organisation même du ministère de la Promotion de la Femme. Mais cette rencontre est venue nous éclairer sur toutes les inquiétudes que nous vivions. Au cours de cette concertation, les participants et participantes ont eu droit à 3 communications. Il s'agit de la composante 4 du nouvel organigramme du ministère de la Femme et du Genre et du programme Une femme, un acte de naissance. Une entreprise burkinabé va alimenter le marché gabonais en viande fraîche et bien d'autres produits. Elle a ouvert une représentation à Libreville à la faveur des journées commerciales et de prospection organisées par l'Agence pour la promotion des exportations du Burkina. Au-delà des affaires, c'est la coopération Sud-Sud qui gagne. Reportage Nicolas Zigani. SN Gulf African Group élargit son rayon de distribution en Afrique centrale avec l'ouverture de sa représentation locale à Libreville. C'est une occasion pour l'entreprise d'être plus proche de sa clientèle pour mieux prendre en compte certaines préoccupations. La société intervient principalement dans le domaine des fruits et légumes, viande fraîche. Elle exporte aussi vers l'Europe, les pays arabes. Nous avons déjà exporté la viande donc, vers la ville de Pointe-Noire, Congo-Brazza et Cabinda au Gabon. Alors depuis très longtemps, nous avions donc l'intention d'exploiter dans la destination de Libreville. Donc, on avait fait donc une étude de faisabilité qui a révélé et confirmé que la demande de ces produits existe réellement et que l'offre n'est pas totalement satisfaite. Et si elle est réalisée aussi, elle est faite en grande partie donc, par les pays du Nord.
Cette prévalence rend donc les produits chers, non pas à la portée de tous les consommateurs. C'est dans un esprit d'apporter notre contribution dans la réalisation et le développement du commerce du site. L'ouverture de cette représentation vient renforcer et améliorer les échanges commerciaux entre le Gabon et le Burkina. C'est une opportunité d'affaires pour les opérateurs économiques des deux pays. À l'inverse, comme c'est des relations donnant-donnant, gagnant-gagnant, alors que également des sociétés gabonaises également puissent aller s'installer au Burkina de façon à booster les relations entre les deux pays parce qu'au plan politique, comme le ministre en charge du commerce l'avait déjà dit, les relations sont vraiment au beau fixe. Maintenant, sur le plan économique, il faut que sur le plan économique, ces relations soient sous-tendues par des rapports solides. Cette mission commerciale et prospective de l'Agence pour la promotion des exportations du Burkina a permis aux opérateurs économiques burkinabés de découvrir le marché gabonais et de nouer des relations d'affaires. Demain, à Ouaga 2000, on assistera à la levée de rideau sur la nuit des longs polos, les distinctions qui récompensent l'excellence dans les arts dramatiques. C'est une initiative du ministère de la Culture qui arrive pour galvaniser les acteurs et les producteurs de théâtre à un moment où les planches manquent de financement. Le commentaire de Évariste Kombari. Enfin, une nuit pour récompenser l'excellence et saluer le mérite des professionnels du théâtre burkinabé. L'événement a été baptisé la nuit des Lompolo. Lompolo, du nom de feu Lompolo Koné, homme politique, homme de culture, pionnier du théâtre burkinabé pour avoir créé, dès les années 1950 à Banfora, la première troupe de théâtre du Burkina Faso et avoir consacré une grande partie de sa vie au développement du théâtre. Au regard de la dimension de cet homme de culture, les organisateurs ne pouvaient trouver meilleur nom de baptême à une telle cérémonie. Si l'initiative du ministère de la Culture est à saluer, force est de reconnaître que la nuit des Lompolo arrive quand même assez tard dans un pays où le théâtre est en pleine expansion depuis plusieurs années. Pays du cinéma, le Burkina Faso n'en est pas moins en effet un pays de théâtre. En témoigne le nombre de troupes de théâtre qui foisonnent sur l'ensemble du territoire, avec toutefois un taux de concentration remarqué dans les villes de Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou. Aux troupes de théâtre s'ajoutent les nombreux festivals de renommée internationale que sont le FITD, le FITMO, le Festival Yélène et les Récréatrales. À ces rendez-vous culturels s'ajoutent des espaces d'expression théâtrale comme la TB, l'espace Gambidi et le cartel. C'est dire que la nuit des Lompolo repose sur des planches fertiles. Il ne fait donc aucun doute. La nuit des Lompolo vient combler un vide et va à coup sûr stimuler la créativité théâtrale au Burkina Faso. Dans l'ensemble, on peut dire donc que le théâtre burkinabé se porte bien. Mais cette vitalité ne doit pas nous faire perdre de vue que le monde des planches éprouve d'énormes difficultés financières qui plombent souvent la créativité des acteurs et l'épanouissement du théâtre. La nuit des Lompolo, qui sera présidée par le Premier ministre Luc Adolphe Thiaw en personne, sera incontestablement le lieu indiqué pour les professionnels du théâtre burkinabé d'exposer à qui de droit leurs doléances et solliciter en passant la construction d'un théâtre national digne de ce nom. Aïe, votre problème est résolu. L'acte 1 de la nuit des Lompolo, c'est pour demain aux environs de 21h. 11 trophées seront décernés aux meilleurs, mais aussi des trophées d'hommage seront décernés aux pionniers. Des pédagogues du théâtre burkinabé aujourd'hui disparus que sont Lompolo Koné, Amadou Bourou, Jean-Pierre Gengane et Jean Oubli se verront certainement décerner des trophées d'hommage. La 27e édition du Tour du Faso démarre dans une semaine. Ces équipes sont attendues, mais le budget est loin d'être bouclé. 62 millions de francs CFA sont encore à rechercher pour boucler un budget de 300 millions de francs CFA. Reportage Lassine Sawadogo. Les routes du Tour du Faso ne sont pas encore complètement dégagées à une semaine du premier coup de pédale de la 27e édition. 13 des 16 équipes attendues ont confirmé leur participation à la Grande Boucle. Cette région à visiter avec un retour dans l'est du pays. 1204 km 100 à parcourir en 10 étapes, malgré les contraintes dues à certaines chaussées impraticables. Nous éprouvons des difficultés énormes par rapport à la voie
Vous savez que tous ceux qui empruntent Ouaga Bobo savent que Ouaga Boromo, c'est le calvaire. C'est pour ça que nous avons sauté cette année, pas de compétition. Il y a aussi que, comme l'a dit le président du CELO, l'objectif aussi du tour est de pouvoir parcourir toutes les régions du Burkina. Sur les 330 millions de budget prévisionnel, 160 millions sont injectés par l'État burkinabé, 143 millions des sponsors. Résultat, près de 62 millions à rechercher. Dans un pays désormais minier, on constate avec amertume qu'aucune société minière ou de banque n'est présente sur le plus grand événement cycliste du continent. C'est vraiment dommage que les banques, l'Assemblée nationale et les mines ne sont pas présents sur le Tour de Faso. Mais nous avons fait, en tout cas au niveau de notre régisseur, nous avons fait des approches à tous les niveaux. Mais malheureusement, au niveau des miniers, au niveau des banques et même des assurances, à part la GIA qui commence à se prononcer, nous n'avons pas en tout cas eu une réaction. Le comité d'organisation attend toujours de boucler le budget pour une compétition réussie. Les maillots à conquérir, le jaune du leader, le vert, le rose entre autres et des écharpes en outre. L'équipe du Burkina est prête et Rasmane Ouedraogo, dernier vainqueur du tour, et ses équipiers devront batailler ferme pour conserver les maillots les plus convoités. La société Basso a offert une monture au Tour du Faso. L'Union cycliste internationale, quant à elle, a offert 6 vélos de l'équipe BMC de Cadel Evans, vainqueur du Tour du Faso 2011, à la Fédération burkinabé de cyclisme. Hors de chez nous, le chef de la mission des Nations Unies au Mali demande des renforts au Conseil de sécurité de l'ONU. La situation sécuritaire y est toujours fragile et Bert Koenders demande de façon urgente de nouveaux moyens de transport, des hélicoptères et des bataillons supplémentaires sur le terrain. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, même édition, 20h.